Nous allons parler de la dette publique. Le gouvernement ne fait pas d'argent. Lorsqu'il ne peut plus taxer ni emprunter des particuliers par rareté d'argent, il emprunte des banques. Ainsi, en octobre 1939, le gouvernement canadien, pour faire face aux premières dépenses de la Deuxième Guerre mondiale, empruntait des banques 80 millions de dollars. Les banques ont avancé un compte de 80 millions sans rien enlever à personne, donnant au gouvernement une base à chèque nouvelle de 80 millions. Mais, en octobre 1941, le gouvernement devait rapporter aux banques 83 200 000 dollars. C'est l'intérêt en plus du capital. Par les taxes, le gouvernement doit retirer du pays autant d'argent qu'il y en a mis, 80 millions, mais il faut qu'en plus il retire 3 millions en intérêts, 3 millions qui n'y ont pas été mis, que ni le banquier ni personne n'a fait. Passe encore que le gouvernement retrouve l'argent qui existe, le 80 millions, mais comment trouver de l'argent qui n'est jamais venu en existence? Le fait est que le gouvernement ne le trouve pas et il ajoute simplement à la dette publique. Ainsi s'explique la dette publique croissant au rythme où le développement du pays demande de l'argent nouveau. Tout argent nouveau vient par le banquier sous forme de dette, réclamant plus d'argent qu'il en est émis. Et la population du pays se trouve collectivement endettée pour de la production que, collectivement, elle a faite elle-même. C'est le cas pour la production de guerre, et c'est le cas aussi pour la production de paix, les routes, les ponts, les aqueducs, les écoles, les églises, etc. C'est le vice du système financier actuel. La situation se résume à cette chose inconcevable. Tout l'argent qui est en circulation n'y est venu que par la banque. Même l'argent de métal ou de papier ne vient en circulation que s'il est libéré par la banque. Or, la banque ne met l'argent en circulation qu'en le prêtant et en le grevant d'un intérêt. Ce qui veut dire que tout l'argent en circulation est venu de la banque et doit retourner à la banque un jour ou l'autre, mais y retourner grossi d'un intérêt. La banque reste propriétaire de l'argent. Nous n'en sommes que les locataires. Et s'il y en a des gens qui gardent l'argent plus longtemps, ou même toujours, d'autres sont nécessairement incapables de remplir leurs engagements de remboursement. Multiplicité de banqueroutes, de particuliers et de compagnies, hypothèque sur hypothèque et croissance continuelle des dettes publiques sont le fruit naturel d'un tel système. L'intérêt sur l'argent à sa naissance est à la fois illégitime et absurde, antisocial et anti-arithmétique. Le vice monétaire est donc un vice technique autant qu'un vice social. À mesure que le pays se développe, en production comme en population, il faut plus d'argent. Or, on ne peut avoir d'argent nouveau qu'en s'endettant d'une dette collectivement impayable. Cette manière de faire l'argent du pays, en endettant gouvernement et particuliers, établit une véritable dictature sur les gouvernements comme sur les particuliers. En l'absence de sang, les humains ne peuvent survivre. Alors, il est approprié de comparer l'argent au sang économique de la nation. Le pape Pie XI écrivait en 1931 dans son encyclique Quadragesimo Anno, au paragraphe 106. Ce pouvoir est surtout considérable chez ceux qui, détenteurs et maîtres absolus de l'argent et du crédit, gouvernent le crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que, sans leur consentement, nul ne peut plus respirer.
Quelques lignes plus loin, dans la même encyclique, le pape parle de la déchéance du pouvoir. Les gouvernements, écrit-il, sont déchus de leurs nobles fonctions, ils sont devenus les valets des intérêts privés. Soulignons aussi un point frappant. C'est la production qui donne de la valeur à l'argent. Une pile d'argent sans produit pour y répondre ne fait pas vivre. Or, ce sont les cultivateurs, les industriels, les ouvriers, les professionnels, le pays organisé qui font les produits, les biens ou services. Mais ce sont les banquiers qui font l'argent basé sur ces produits. Et cet argent qui tire sa valeur des produits, les banquiers se l'approprient et le prêtent à ceux qui font les produits. C'est un vol légalisé. La façon dont l'argent est créé sous forme de dette par les banques privées est bien expliquée dans la parabole de l'île des naufragés de Louis XX que vous pouvez retrouver dans les premières pages de la brochure « Qui sont les vrais maîtres du monde ». Dans cette histoire de l'île des naufragés, comme dans toute société, le système économique est divisé en deux. Le système producteur et le système financier. D'un côté, se trouvent 5 naufragés sur une île qui produisent les différentes choses nécessaires à la vie, et de l'autre, un banquier qui leur prête de l'argent. Pour simplifier notre exemple, disons qu'il y a un seul emprunteur au nom de toute la communauté que nous appellerons Paul. Paul décide, au nom de la communauté, d'emprunter du banquier un montant suffisant pour faire marcher l'économie sur l'île, disons 100 $ à 6 % d'intérêt. Donc, à la fin de l'année, Paul doit rembourser l'intérêt de 6 % à la banque. 6 % de 100 $, soit 6 $. 100 $ moins 6, il reste 94 $ en circulation sur l'île. Mais la dette de 100 $ demeure. On a remboursé seulement l'intérêt. Le prêt de 100 $ est donc renouvelé et un autre 6 $ d'intérêt doit être payé à la fin de la deuxième année. 94 $ moins 6 $, il reste 88 $ en circulation. Si Paul continue ainsi à payer 6 $ d'intérêt à chaque année, bien, au bout de 17 ans, il ne restera plus d'argent sur l'île, mais la dette de 100 $ demeurera et le banquier sera autorisé à saisir toutes les propriétés des habitants de l'île. La production de l'île avait augmenté, mais pas l'argent. Ce ne sont pas des produits que le banquier exige, mais de l'argent. Il veut être payé en argent. Les habitants de l'île fabriquaient des produits, mais pas d'argent. Quand bien même les 5 habitants de l'île travailleraient jour et nuit, cela ne ferait pas apparaître un sou de plus en circulation. Seul le banquier a le droit de créer l'argent. Il semblerait donc que pour la communauté, il n'est pas sage de payer l'intérêt annuellement. Reprenons donc notre exemple au début. On emprunte 100 $ à 6 % d'intérêt, mais à la fin de la première année, Paul choisit donc de ne pas payer l'intérêt de 6 % sur le 100 $, mais de l'emprunter aussi de la banque, augmentant ainsi le prêt à 106 $. C'est ce que nos gouvernements font aujourd'hui, puisqu'ils doivent emprunter pour payer seulement l'intérêt sur la dette. « Pas de problème, lui dit le banquier. Cela ne représente que 36 sous de plus d'intérêt. C'est une goutte sur le prêt de 106 $. La dette, à la fin de la deuxième année, est donc 106 $ plus un intérêt de 6 %, soit de 6,36 $, pour une dette totale de 112,36 $. Au bout de 5 ans, la dette est de 133,82 $ et l'intérêt est de 7,57 $ ou centimes. Pas si mal, se dit Paul. L'intérêt n'a grossi que de 1,57 $ en 5 ans. Mais quelle sera la situation au bout de 50 ans? La dette augmente relativement peu les premières années, mais elle augmente ensuite très rapidement.
à remarquer, la dette augmente à chaque année, mais le montant original emprunté, l'argent en circulation, demeure toujours le même, 100 $. En aucun temps, la dette ne peut être payée, pas même à la fin de la première année. Seulement 100 $ en circulation et une dette de 106 $. Et à la fin de la 50e année, tout l'argent en circulation, 100 $, n'est même pas suffisant pour payer l'intérêt sur la dette. L'intérêt se remonte à 104 $ et 26 cents. Tout l'argent en circulation est un prêt et doit retourner à la banque grossi d'un intérêt. Le banquier crée l'argent et le prête, mais il se fait promettre de se faire rapporter tout cet argent, plus d'autres qu'il ne crée pas. Seul le banquier crée l'argent. Il crée le capital, mais pas l'intérêt. Dans l'exemple plus haut, il crée 100 $, mais demande 106 $. Le banquier demande de lui rapporter, en plus du capital qu'il a créé, l'intérêt qu'il n'a pas créé et que personne d'autre n'a créé. La dette publique est faite d'argent qui n'existe pas, qui n'a jamais été mis au monde, mais que le gouvernement s'est tout de même engagé à rembourser. C'est un contrat impossible que les financiers représentent comme un contrat sain à respecter, même si les humains dussent en crever.